Bonjour à tous, je vais vous présenter maintenant les résultats qu'on a obtenus sur un site de hauteur, le site de hauteur de Solonie, sur lequel on mène des recherches archéologiques depuis 3 ans. Donc c'est en collaboration avec Daniel Barthélémy qui s'excuse qu'il ne peut pas être là pour des raisons techniques. Et aussi, c'est pas un projet qu'on mène à deux, mais en collaboration avec toutes les personnes qu'on remercie et qui font pour nous des études spécialistes bénévolement et qui donnent beaucoup pour ce projet. Donc Blanda, on est un peu plus loin d'Autun. Donc, je ne sais pas si vous voyez. Voilà, on est vers Mâcon, entre Mâcon et Cluny, en gros, à une quinzaine de kilomètres au nord de Mâcon et un peu directement au sud de Cluny. Le Mâconnais, donc c'est cette bande de terre qui se retrouve à l'ouest de la Saône, en face de l'Ain et au-dessus du Beaujolais. D'un point de vue topographique, on est situé entre la RCEA, donc l'ancienne RCEA, et Berzay-le-Châtel, qui est ici. Donc Blonda ou Blanda, ça dépend des appellations, est situé ici. Le nord de la colline est occupé par des champs cultivés, tandis que le sommet et le sud de la colline est occupé par une forêt assez touffue, assez jeune, avec pas mal de petits arbustes et de broussailles qui auront un peu compliqué la lecture de ce site. Et au sud, il faut mentionner quelques parcelles de vignes qui vont nous intéresser après par la suite. Je reviendrai à la fin de la communication. Donc, la colline de Blanda culmine à 400 mètres d'altitude et on domine à peu près de 60-70 mètres les vallées alentours. En gros, elle fait 750 mètres de longueur nord-sud pour 500 mètres de largeur est-ouest, avec un total d'environ 30 hectares. D'un point de vue géologique, donc ici, au-dessus, vous avez une vue de la colline de Blanda et en dessous, la roche de Solutré. C'est à peu près le même système géologique, sauf que c'est beaucoup plus arasé sur Blanda. Donc en gros, on va retrouver du calcaire à Antroc et aussi du calcaire à Polypier et des marnes un peu plus dans le bas de la colline. Donc ici, vous avez un extrait de la carte géologique qui vous donne un petit aspect de ce qu'on peut retrouver. Donc ici, avec les différents faciès de calcaire. D'un point de vue topographique, la colline est marquée par une forte pente, comme on le voyait sur cette photo, surtout sur les côtés. Les pentes ici vont être assez abruptes, il va y avoir des falaises rocheuses ici, tandis qu'au sud-sud-est, on va avoir une pente plutôt douce et où le chemin d'accès est plus facile. Donc on voit ici que le sommet se marque assez bien. Il fait cette espèce de forme de dent rocheuse qu'on retrouve un peu partout dans les collines, comme à Solutré. Donc, le site de Blanda, il n'a jamais été vraiment mentionné et il a un peu disparu des cartes anciennes. Alors, la mention la plus ancienne qu'on connaisse, c'est une mention d'une villa Blandanum à côté de Soloniacum, donc ce qui ressemble quand même pas mal à Blanda à côté de Solonie. Et on est dans les années 864-873, dans le cartulaire de Saint-Vincent de Mâcon. Toutefois, après, dans les cartes anciennes, que ce soit la carte de Cassini, que vous voyez ici, ou la carte d'état-major, le lieu-dit n'est pas vraiment mentionné. On voit quand même qu'il marque le paysage, mais c'est à peu près tout. Il n'y a pas de mention de ruines, de choses comme ça, donc ça montre, entre guillemets, un peu l'ancienneté des vestiges qui sont même ruinés, oubliés à ces périodes. Alors, la première mention archéologique vient de Gabriel Janton dans le Mâconnais gallo-romain, qui est un peu la première monographie sur la région, qui est publiée en 1927. Et il évoque la présence de murs en pierre, d'une ancienne ville fortifiée qui sera appelée Jéricho. On y aurait trouvé des sépultures aussi. Alors, c'est pas trop Jéricho, je ne vais pas vous le cacher, et surtout que les murs qu'il évoque ne correspondent pas vraiment au site romain qu'on étudie nous, mais correspondent plutôt dans le sud de la colline, dans le bas de la colline, à plein de murs de vignes et de parcelles de l'époque moderne. Mais ce qui est intéressant dans cette mention, c'est simplement
que même pour les habitants de l'époque, le site est déjà devenu, passé un peu dans la légende, entre guillemets, une ville ancienne, donc est complètement oublié, dans cette idée aussi d'ancienneté. En 1962, Jean Combier va, lui, pour le coup, identifier les pierriers du sommet de Blanda, et vu que c'est des tas de cailloux, il va les identifier à des tumulus, sauf qu'il n'y a pas vraiment de critères, si ce n'est que c'est des tas de cailloux. Alors, en 2010, on a pour le coup un pillage du site qui là va un peu ouvrir des investigations. Donc, le groupement archéologique du Mâconnais, qui supporte les fouilles, l'association avec qui on fait ces fouilles, est informé que le site a été pillé, notamment que le pilleur a trouvé 4 monnaies. Donc, vous avez ici des photos. Ils n'ont pas pu avoir beaucoup plus d'informations, mais il semble que ces monnaies ont bien été retrouvées dans les pierriers du sommet. Ils ont du coup effectué une première visite du site pour essayer de repérer tout ça. Et grâce à le cabinet Monin, ils ont effectué un premier relevé topographique de ces pierriers. Donc on voit des formes un peu patatoïdes, on ne sait pas trop quoi en tirer. Mais au moins, ils ont retrouvé des morceaux de tuiles qui confirment bien la datation des monnaies. Donc ici, vous avez une monnaie plutôt du IIe siècle, et après, des monnaies plutôt tardives qui vont nous intéresser et orienter un peu nos recherches. Donc une fois qu'ils ont défriché ça, avec Daniel Barthélémy, on a décidé, nous, aussi après, de reprendre le site et de faire une première prospection, parce que cette découverte posait plusieurs questions. Notamment, quel type de site va se développer sur le sommet de la colline de Blanda? Donc l'occupation romaine semble attester, parce que généralement, on ne ramène pas des monnaies ou des tuiles pour le plaisir au sommet d'une colline. C'est quand même plutôt lourd. Est-ce que, par exemple, ce site peut appartenir à ce phénomène de perchement de l'habitat? À la fin de l'Antiquité, donc ce qui correspondrait bien aux monnaies qui sont là, on a des habitats qui vont venir se percher sur les collines, qui est un phénomène assez connu, qui n'a jamais été étudié dans le Mâconnais. Donc là, on s'est dit, c'est un site pour toucher cette problématique. Eh bien, on va voir que ce n'est pas si simple par la suite, que parfois ça cache quelques surprises. Donc, on a effectué un premier sondage ici, un deuxième ici il y a 2 ans, l'année dernière même, et cette année, on a effectué une fouille plus extensive autour du pierrier 7. Donc, pour ces vestiges, on va déjà peut-être regarder la répartition un peu de tous ces pierriers. Donc, on en a 28 qui se répartissent sur toute la sommet de la colline. Ils se répartissent le long d'une pente douce dont je parlais tout à l'heure, qui est un peu, on va dire, nord-sud, donc qu'on voit ici par rapport aux lignes de fracture de la roche qui limitent bien le site. Ils font tous à peu près la même taille. Ils font à peu près 2 mètres de diamètre pour les plus petits, jusqu'à 20 ou 20 mètres de côté pour les plus grands. La moyenne étant plutôt aux alentours de 6 mètres de diamètre, donc pour tous ces petits pierriers qu'on voit par là. Ils sont à peu près circulaires, ovalaires. Le plan est difficile à interpréter quand on voit les mêmes nettoyés, parce qu'on en a nettoyé pas mal. Quand on voit ça, on ne sait pas trop quoi en dire. Alors, il y a 4 pierriers qui vont nous intéresser particulièrement parce qu'ils sont perturbés par des espèces de grandes fosses. Je ne sais pas si vous arrivez à voir sur les photos, mais on voit ici qu'ils ont été creusés au milieu. Alors, on pense que ce n'est pas lié vraiment à la nature des pierriers, la façon dont ils ont été construits, mais ça ressemble bien à la façon dont on fouillait au début du XXe siècle ou au XIXe siècle les tumulus. Et comme ça a été reconnu comme nécropole de tumulus, ça fait bien une espèce de tunnel qui va fouiller vraiment le centre du tumulus. Sauf que vu que ce n'est pas des tumulus, ils ont arrêté assez vite d'en fouiller. Et ça va particulièrement nous intéresser parce qu'un de ces trous a livré, donc celui-là, a livré du mortier en surface, qu'on n'aurait pas vu sinon, et qui va nous permettre et qui aura guidé l'implantation de tous les autres sondages. Enfin, pour continuer de ces pierriers, il y en a 2 qu'on peut évoquer qui sont assez intéressants. Celui-là, le pierrier 20, qui est le plus gros du site, qui fait 25 mètres de longueur. Non, pardon. C'est l'autre qui fait 25 mètres de longueur. Mais voilà, qui a plutôt une forme de L et qui est assez grand, et qui ressemble plutôt à un front de carrière. Donc ce serait une zone d'extraction de blocs calcaires, qui aurait peut-être permis à la construction des bâtiments qu'on va retrouver sur le sommet. Et enfin, le pierrier 15 et le pierrier 18 ont l'air de fonctionner ensemble. Donc ici, vous avez un zoom de leur répartition.
on voit qu'ils sont traversés par un chemin forestier et qui présente une zone d'éboulement ici et une zone principale ce qui est plus sombre. Donc ce serait plutôt une espèce de structure linéaire, un peu de barrage, de division de l'espace. Voilà, des petites structures qui se différencient un peu comme ça. Mais sinon, du coup, on a essayé de sonder pour essayer de comprendre un peu ce qui se cachait sous ces tas de cailloux. Alors voilà la photo de la fouille qu'on a terminée donc, fin août, sur laquelle on a, bon, pour l'instant on n'a pas pu trop y retoucher, donc c'est données un peu brutes de fouille. Donc vous avez les premiers résultats et qui ont pas mal changé les interprétations par rapport au premier sondage. Le premier sondage était vraiment centré sur cette pièce. On n'avait pas de retour de mur, on ne la comprenait pas trop, on avait juste une pièce rectangulaire avec un sol en mortier qui était assez difficile à interpréter, pas de mobilier ou peu de mobilier. Et donc là, on a découvert un bâtiment à plan centré carré, donc qui fait à peu près 12 mètres de côté. Alors, on peut restituer un côté qui fait à peu près 11 mètres 60 de côté, ce qui fait environ 10 zoonae romaines, donc à quelques centimètres près, donc ce qui est plutôt intéressant. Et surtout, ces retours de bâtiments nous dessinent, on voit un espace central carré ici, et autour, on voit un premier mur de ce côté-là. On n'a pas pu encore sonder de ce côté-là, mais la continuité des murs et des sols semble indiquer que c'est une vaste galerie qui va se développer tout autour de cet espace central. Chose qu'on n'avait pas du tout imaginée. Donc on verra après ce qu'on peut en dire de tout ça. Au niveau des sols, on a un sol en mortier ici, qui est plutôt bien conservé, sur une toute petite partie de l'emprise, et qui est fondé sur un radier, donc des pierres posées en hérisson de biais qui vont préparer le sol, et qui s'installent directement sur le substrat rocheux. Les murs, pour le coup, sont fondés aussi en hérisson calcaire, ou parfois avec, comme vous voyez en bas, avec quelques dalles posées à plat. Alors on voit que les méthodes de construction vont s'adapter en fonction des contextes géologiques. Donc là, le contexte a permis de creuser une tranchée de fondation qu'on voit ici pour installer ces radiers de biais. Sauf que là, on voit qu'on est, pour la photo en bas, là, on ne peut pas creuser de fondation parce qu'on est vraiment dans un dévers de la colline. Donc là, les pierres ont été posées à plat pour permettre de rattraper ce dévers. Donc on voit quelques adaptations architecturales en fonction un peu de l'implantation du site. Enfin, il faut évoquer, donc, si on se met par rapport au plan, on est ici, un petit mur qu'on avait eu du mal à interpréter la première année, où on pensait trouver le premier bâtiment, mais qui a un mur assez frustre, qui est monté à la terre, qui n'a pas de mortier, qui n'a pas de construction spécifique. Et on voit à l'intérieur, en fait, on n'avait pas d'aménagement, on n'a pas de parement interne, donc ce qui ressemble à un mur de terrasse, un mur de soutènement. Donc on pensait deux hypothèses, soit soutènement d'un pierrier lors de la mise en culture du site, de la mise en pâture. C'est-à-dire on fait un tas de cailloux et puis on va directement parmenter ce tas de cailloux pour qui déborde pas partout et puis qui permet de maintenir notre pierrier. Par exemple, on a Dominique, un des bénévoles assez âgé, qui faisait directement ça pour nos tas de cailloux des déblais de la fouille. Voilà, c'est une méthode qui se fait assez vite. Mais finalement, on avait du mobilier romain jusqu'au fond. Donc ça posait question. Et on voit, en fait, il est présent ici. Et si on a un grand bâtiment qui se développe, peut-être que non, c'est plutôt une deuxième hypothèse. Ce sera un mur directement de soutènement lié à l'aménagement de la plateforme sommitale pour l'agrandir un petit peu. Et enfin, pour parler un mot des autres pierriers, parce qu'on en a sondé quelques-uns, au moins un autre qu'on a coupé en moitié, qui était assez grand. Donc vous voyez là la mire qui vous donne un peu l'échelle, donc sur 5 à 10 mètres de long et sur 2 mètres de large. Donc les étudiants ont soulevé pas mal de cailloux pour trouver du vide et du rocher en dessous, ce qui est un peu dommage, mais ce qui montre en fait que tous ces pierriers ne correspondent pas à un bâtiment. Et ça montre aussi, on avait du mobilier romain jusque dans les failles du substrat, qu'en gros, pour vous donner une idée, là il y avait de la forêt, on voyait la colline un peu emboisée. À l'époque romaine, il faut l'imaginer pelé à blanc, entre guillemets. Ou tout du moins plutôt avec de la pâture, peut-être de l'herbe, des choses comme ça. Au niveau du mobilier, donc on a ce lot de monnaie qui est un peu plus abondant. Donc on en a retrouvé 7 cette année, une l'année dernière, plus les 4 du pillage, qui donnent un petit lot
plutôt intéressant. À côté de ça, on a retrouvé à partir de cette année pas mal de céramiques. Donc vous voyez ici quelques échantillons, celles de cette année toujours en cours. Mais Daniel Barthélemy, qui les étudie, a montré que c'est un lot qui pour l'instant se concentre entre vraiment la toute fin du IIe siècle et les 3e, 4e siècles. Pareil pour les monnaies, on a des monnaies un peu du IIe siècle, mais qui sont très usées. Il faut toujours se méfier de la datation des monnaies, parce qu'elles peuvent rester longtemps, circuler longtemps. Et des monnaies qui vont jusqu'à Magnance, donc 350. Donc pour passer un peu plus vite, il y avait aussi, on a retrouvé beaucoup de tuiles, beaucoup travaillé sur les tuiles, car on a des formes qui ne ressemblent pas à celles du Haut-Empire, mais plutôt tardives également, donc qui confirment bien cette datation. Et pour montrer l'intérêt d'étudier les tuiles, on a pu cartographier un peu les densités avant de sonder. Et ces densités, donc les zones les plus rouges denses en tuiles, ont permis aussi de choisir la zone du bâtiment. Enfin, on a des petits moellons en grès qui sont assez jolis, qui permettent des moellons de Boutis de décorer probablement les murs du bâtiment sur les élévations. Donc peut-être avec un jeu chromatique de pierres plus grises et de pierres plus blanches. Et enfin, l'interprétation de ce bâtiment pose question. Donc un petit bâtiment carré de plan centré, ça ne ressemble pas du tout à un habitat de hauteur tardo-antique comme ce qu'on espérait, mais ça ressemble plutôt à un petit temple à plan centré, ou ce qu'on appelait avant Phanum, même le terme est plutôt débattu maintenant. Donc on voit quelques comparaisons, là je vous mets 2 comparaisons de Saône-et-Loire, donc d'Auzille-Pertuis, qui est vraiment pas très loin, qui est à, on va dire, 20 km, et Collonges-en-Charolais, qui n'est pas non plus très loin. Et après vous avez aussi un exemple iconais, un exemple jurassien, puis un exemple côte-d'Orien. C'est vraiment un type de bâtiment qui est assez classique de l'époque romaine. Mais là, ce qui nous étonne, c'est qu'on n'a pas de niveau du 1er siècle, alors que ce sont des bâtiments construits quand même au 1er ou au début du 2e siècle. Bon, ça pose question. Enfin, pour dernier point d'argumentation en faveur d'un temple, c'est que les monnaies sont un rituel qui est assez attesté à la fin de l'Antiquité, en tout cas à partir du 2e siècle, et qui se situent surtout à l'est des temples au niveau de l'ouverture de l'entrée. Et nous, les monnaies, on les a retrouvées ici, ou un peu en dévers, à l'est du bâtiment. Donc ça a l'air de bien correspondre. Sauf qu'on n'a pas encore pu trop sonder la zone à cet endroit-là, donc on espère pouvoir étendre ça un peu et puis finir de comprendre l'intérêt de ce bâtiment. Et enfin, pour le contexte archéologique, donc je vous avais dit qu'on reparlerait des vignes qui sont juste en dessous ici. Le viticulteur a retrouvé en travaillant la terre beaucoup de matériel dans cette parcelle de vigne, de mobilier archéologique et des murs qui correspondent en fait à une villa qui est déjà connue dans les textes anciens et par cartographie aérienne. Mais voilà, il a retrouvé beaucoup de mobilier, dont des meules et de la céramique des 1er, 3e siècles, donc contemporaine au moins du début du site de Blanda, en sachant que souvent les phases tardives de villas sont difficiles à documenter par prospection. Donc le site fonctionne avec une villa qui est située, un habitat qui est situé juste en dessous de la colline. Donc voilà, est-ce que c'est lié à un petit domaine, un petit sanctuaire lié à un domaine, à un notable du coin? C'est une question qui est ouverte. Je vous remercie de votre attention. Et pour montrer un peu qu'en forêt, c'est parfois un peu compliqué de travailler, il faut faire un peu d'acrobatie pour faire de la topographie. Merci Georgie. Y a-t-il des interventions ou des questions dans la salle? Ah, il y en a une. Du coup, j'en profite, vu que personne ne veut se proposer. Merci pour la présentation, c'était super, très intéressant, puis très bien présenté en plus. En fait, la question, ce qui m'a interpellé, c'était les blocs tu as dit en granit, c'est ça? En grès. En grès, pardon. Et du coup, donc, si j'ai bien compris, le site, c'est du calcaire principalement, donc c'est importé nécessairement, le grès, et est-ce qu'il vient de loin? Et ensuite, en voyant la forme, alors je ne sais pas si c'est 1, 2 ou 3 blocs, mais en voyant la forme, est-ce que ça peut pas être aussi simplement pour les chaînages d'angles des bâtiments ou... Parce que tu évoquais l'aspect décoratif, enfin leur position peut-être pour faire du décor, mais enfin, c'était une question là, qui me comme ça. Alors, du coup, ces petits blocs sont assez intéressants, parce que oui, effectivement, on n'a pas de grès localement, on en a quand même beaucoup.
qui font tous à peu près les mêmes modules sur... je dois avoir... Ils font 8-9 cm de haut sur 12 cm de large et 20 cm de long. Ils sont vraiment petits. Donc c'est ça qui nous incitait pas trop à les considérer vraiment liés à l'architecture, comme on pourrait voir des pierres d'angle de bâtiments. Au début, on avait pensé peut-être pour décorer des ouvertures, mais ça fait petit. Et c'est surtout que si on voit un peu les architectures tardives romaines, nous, ce qui nous intriguait pas mal, c'était cet aspect bicolore qu'on pouvait retrouver par exemple sur les castrums, les choses comme ça, ou même les constructions romaines un peu plus anciennes. Et puis, quant à l'origine, alors on a Éric Pruel, qui est un géologue que Daniel a trouvé au milieu d'une forêt dans le Mâconnais, qui est spécialiste des grès du Mâconnais, qui nous a commencé à faire des lames minces et puis un peu à étudier la composition de ces roches, en sachant que le Mâconnais est assez géologiquement compliqué, donc on a du calcaire et à côté on a des collines aussi en grès, donc ça pourrait être un approvisionnement local. Mais la source n'est pas encore... il va échantillonner toutes les collines un peu du coin pour essayer de retrouver. Merci. Y a-t-il une deuxième question? Bon, ça va être moi alors. Petite question. Tu peux revenir sur le plan général, s'il te plaît? Oui, c'est bien là. Donc, je me mets en face pour mieux voir. Donc en fait, ton bâtiment à plan centré, effectivement, tu l'as sans trop problème. Là, tu aurais effectivement, mais les autres, ils sont où? En haut, tu ne l'as pas encore vu sur le côté là non plus, mais là, tu ne devrais pas être loin. Oui, ça c'est une bonne question. Je n'ai pas eu le temps d'évoquer cette question c'est le problème des sites qui sont vraiment perchés sur les collines. Si on a mis beaucoup de temps aussi à comprendre, c'est qu'il y a un fort arasement. Là, on voit les vestiges, ils sont conservés sur 20 cm maximum, et encore dans la partie sommitale la mieux conservée. C'est que ici, on est directement sur le calcaire, on avait l'humus dessus, et on n'a plus rien. C'est complètement pelé. Au nord, de ce côté-là, c'est un peu pareil. Alors là, ici, c'est différent. On a des remblais qui sont conservés de l'époque romaine. Donc vraiment, c'est que ça a été remblayé, mais qu'il n'y avait rien de construit, en tout cas lié à ce bâtiment-là. Vraiment, ce qui nous indique, ce qui va nous intéresser, c'est de sonder au nord et à l'est pour voir si on arrive à retrouver un autre mur de cette potentielle galerie. Mais c'est vraiment la continuité des sols, en fait, qui nous indique. En fait, tu as des sols mieux conservés au nord et à l'est que ce que tu as au sud, quoi. Oui, c'est ça. Au sud, il n'y a plus rien.